Aujourd'hui, le thème, c'est l'intervention précoce pour les adultes, une prévention efficace pour gérer les consommations ou un pont vers les soins. C'est une question qui se pose à nous parce que pour ce qui est de la prévention, à Genève, nous sommes 3, en tout cas c'est pour la prévention alcool notamment. Et se pose la question, mais finalement, qui fait de la prévention ? Et on a fait des formations qui s'appellent Aborder les consommations dans le cadre de mon travail pour que les personnes puissent, que la consommation entre dans la gestion globale de l'activité. Je sens que c'est un peu conceptuel ce que je dis. Simplement, vous êtes assistante sociale, vous êtes face à quelqu'un, sa consommation, elle va quand même influencer sa disponibilité à des stages, à des tas de choses. Et en même temps, elle va avoir peur que ce soit stigmatisant, que ça puisse l'exclure de certaines prestations. Donc c'est important que la consommation puisse être quelque chose avec le moins de tabous possible, qu'on puisse intégrer, oui, la consommation elle existe et on va devoir la gérer pour pouvoir entrer dans la suite d'un suivi. C'est en gros ça vraiment le départ de l'histoire. Alors, on va commencer... Hop, cela... il faut d'abord que je la mette en route. Voilà, on en est à l'ouverture. Je vais commencer par remercier tout le groupe de préparation. On commence à être assez nombreux et étoffés. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, sont beaucoup de structures qui sont liées aux soins. Et aujourd'hui, parler d'intervention précoce et de prévention, c'est poser la question, en fait, est-ce que la prévention a une part qui peut proposer des accompagnements ? C'est une question qui nous a été posée par le fait qu'on a lancé un programme qui s'appelle Mes choix alcool. Et c'est la restitution d'une évaluation de ce programme Mes choix alcool qui va servir un peu d'input au départ. Ensuite, on aura Gregor Burkhardt, qui est un des spécialistes de la prévention au niveau européen, qui va nous aider à bien articuler les choses entre prévention, intervention précoce, soins, comment se fait la séparation. Et ça va être, je pense, intéressant pour ceux qui travaillent dans les soins, mais aussi pour ceux qui n'y sont justement pas et qui se disent, finalement, c'est quoi mon rôle là au milieu ? Et un des rôles importants, c'est d'aborder les consommations, quelle que soit notre posture et notre position. C'est pas facile dans les soins, c'est pas facile dans les suivis sociaux, c'est facile en gros nulle part. Et c'est pour ça que cette matinée, elle a vraiment son importance. Voilà. On se lance. Un grand moment. On a fait 2 ans Mes choix alcool dans le cadre d'un projet pilote soutenu par la Direction générale de la santé. C'est Natacha Catin qui était la responsable de projet, qui avait un double travail, une double mission, c'est de travailler sur la diffusion, sur la com, sur la pub. Et on a fait de la pub pour être accompagné. Et c'est drôlement intéressant, et vous allez voir que c'est un film conducteur. Joël Tremblay, qui lui est le grand dépositaire de l'expérience canadienne d'origine, va nous parler de ça aussi après la pause, mais dans une intervention enregistrée, comme par hasard. Pour lui, 8h30, c'était vraiment dur. Et ensuite, on aura une table ronde avec des témoignages du terrain. Voilà. Natacha, tu as des micros. Donc bonjour tout le monde. Donc effectivement, je me permets de me présenter une deuxième fois juste pour dire aussi que j'avais une double casquette parce que je suis également chargée de projet pour l'association Rien ne va plus qui fait du coup la prévention pour les jeux d'argent et les jeux vidéo. Effectivement, pendant 2 voire même 3 ans, je me suis lancée dans ce projet Mes choix alcool avec Christian, avec comme but en fait de pouvoir toucher des gens qui sont normalement pas forcément touchés. Donc c'était un sacré challenge parce qu'en fait le but était justement de pouvoir sortir des réseaux de soins et des réseaux du social aussi et de toucher un peu tout le monde. Donc toucher tout le monde, c'est à la fois très simple vu que c'est tout le monde et à la fois très compliqué parce que ça fait un peu du coup personne. Donc l'idée là, c'était un peu de vous expliquer finalement qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, mais aussi qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'on apprend toujours plus quand il y a des choses qui ne marchent pas. Donc l'idée était de vous montrer un peu ça, pour vous montrer tout ce qu'on a pu faire pendant ces 2 ou 3 ans. Donc, juste pour qu'on soit tous d'accord, le programme Mes choix, c'est un petit livre qui ressemble à ça. C'est un programme qui est fait en 6 phases, et le but est de pouvoir avoir une consommation contrôlée ou de viser l'abstinence sur les personnes. Et c'est vrai que c'est un programme que Christian et moi, on trouvait vraiment intéressant, parce que chacun a le droit de faire ce qu'il veut.
Il n'y a personne qui est là pour dire oui, vous devez atteindre l'objectif de X consommation. Chacun fait comme il veut, c'est vraiment à la carte. Si les personnes veulent être suivies une fois toutes les 2 semaines, il n'y a pas de problème. Si elles veulent être suivies une fois tous les 3 mois, c'était aussi possible. Donc c'était vraiment à la carte. Mais maintenant, il fallait réussir à pouvoir dire tout ça. Donc ce qu'on a fait, on a fait une première campagne. Alors c'était en 2020, janvier-février, juste avant une petite période sympathique. Et on a fait donc cette première campagne et on a passé par une boîte de communication. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? Nos objectifs, c'était 2 choses. C'était d'avoir des participants au programme, évidemment, donc d'avoir des gens qui nous appelaient et qu'on pouvait réorienter dans le réseau, chez les différents partenaires qui faisaient Mes Choix Alcool, dont nous, mais aussi les d'autres partenaires, et de sensibiliser les jeunes voix. C'était quand même ça. On s'est dit, on peut faire d'une pierre deux coups, parce que si le but, c'est de dire, si vous avez un problème de consommation d'alcool, vous pouvez venir faire un programme, forcément, on sensibilise aussi. Qui c'était tout le monde, c'était qui s'inquiète de sa consommation. Donc on a un peu utilisé une technique d'arrosage. On s'est dit on jette une bouteille à la mer, et on verra bien qui l'attrape. Comment, dès le début, Christian et moi, on s'était dit, ce qui est quand même sympa, c'est les tests d'auto-évaluation. On avait fait d'autres expériences et on sait que ça marche, on sait que les gens aiment bien, ils se disent qu'est-ce qui se passe. Donc on s'est dit on va essayer de mettre ça en place. Et sur les visuels, on avait un numéro et un site internet. Où c'était un arrosage, donc c'était digital sur les réseaux sociaux. Vu qu'on visait quand même les 30, 35, voire plus, c'était plus Facebook, on n'est pas encore allé sur TikTok. On est allé avec les TPG et dans les centres commerciaux avec cette idée de se dire finalement, en fait, on essaye d'attraper les gens sur des lieux où ils vont acheter leur consommation, en fait. C'était un peu l'idée en se disant, peut-être qu'en sortant de la Migros avec mon pack de bière et que je vois la pub, je vais peut-être me dire, qu'est-ce qui se passe ? Et quand on s'était dit, on fait juste après le Dry January, donc en janvier, janvier-février, en se disant, comme ça, les gens, ils ont eu déjà cette première optique de qu'est-ce que ça fait si je descends ma consommation ? Et en plus, on avait le relais des médias, parce qu'évidemment, c'était aussi important de pouvoir avoir des médias qui parlent de notre campagne et pas seulement nous tout seuls. Donc ça ressemblait à ça, notre campagne. On avait 4 visuels. On en avait un avec le prix dans l'engrenage de l'alcool. Le tout dernier, c'était attaché à l'alcool. Donc c'était plus vraiment un côté presque d'une dépendance à ce moment-là. Et on en avait 2 au milieu qui étaient le explosif avec l'alcool et le trop festif. Donc on a essayé de viser un peu tout le monde. Et c'était intéressant parce que nous, quand on a fait ça, on s'est dit, mais on veut justement pas être dans cette addiction ou dans cette dépendance. Donc, le visuel des menottes, on avait hésité, on s'était dit, est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on le veut pas ? Après, on s'est dit, on l'essaye, on regarde. Et sur Facebook, c'est un qui a le mieux marché. C'était vraiment ce côté, en fait, je me reconnais dans cet accrochage, dans cette dépendance, donc j'aimerais dans le coup de main. Donc, c'est un qui a le mieux marché. Dans les centres commerciaux, c'était ça. Alors, je m'excuse de la qualité, c'était un peu la mieux que j'ai trouvée. Mais ça ressemblait à ça, donc c'était plus dans les parkings aussi. Donc, c'était vraiment cette optique, je vais acheter ou bien je suis en train de repartir et je vois la publicité. Et sur les TPG, il ressemblait à ça. Donc, on avait un tram, on avait des bus et ils étaient un peu dans toute la ville. Alors là, je me permets quand même de le dire qu'on a découvert après coup que du blanc, c'était peut-être pas le plus efficace. C'est-à-dire que quand vous êtes en hiver et que c'est rétroéclairé, on ne peut plus lire de l'autre côté. Donc si jamais ça, c'est une des premières choses qu'on a appris. Sur le tram, c'était top et ça attirait bien. Sur les bus, on était un peu moins convaincus. Et alors, c'est pas une grande indication, mais je voulais quand même vous montrer, ça c'était notre site internet. Et donc vous voyez qu'on a eu un immense pic dès qu'on a lancé la campagne, qu'il a duré à peu près 1 mois. Après, il y a tous les TPG et tous les centres commerciaux qui se sont arrêtés, mais on a continué un tout petit peu Facebook. Donc là, c'est le pic qui est un peu en dessous. Et après, comme vous pouvez le voir, plus rien. Donc il y a vraiment clairement eu un pic, mais après, ça s'est arrêté. Et dans les résultats qu'on a eus, on a eu énormément de réponses à notre test d'auto-évaluation. Ça a marché vraiment du tonnerre. Ça, quand on est allé voir aussi les médias, on s'est retrouvés à l'aimant bleu en disant « Ah, vous avez fait notre test ?» Et il y a toute l'équipe qui nous a dit « Oui, on a tous fait le test, c'était super !» Donc clairement, ça marche et clairement, ça attire les gens. Donc c'était vraiment super. Par contre, au niveau des appels qu'on a eus, on a mis donc à peu près tout notre budget pour 2020 dans cette campagne et on a eu 10 appels, et mails. Donc ça, c'était franchement pas top. Et 4 entretiens. Donc pour une campagne de l'envergure qu'on avait, 4 entretiens, on s'est dit, c'est pas super. Notre but, là, il manque du monde.
Donc, conclusion qu'on a eue, oula, petit en cachant son PowerPoint, la conclusion c'était, les gens font un test d'auto-évaluation, ça c'est top. Par contre, appeler, décrocher le téléphone et composer le numéro, c'est super compliqué. Et beaucoup de personnes ne le font pas. Après, on voulait quand même vous dire qu'on a eu un semi-confinement. Et pendant le semi-confinement, là, pour mes choix, ça a été un peu compliqué. Donc, on s'est clairement plus ou moins mis en pause. Par contre, au sein de Carrefour Addiction, on s'est dit qu'on voulait faire quand même quelque chose. Et en fait, on a fait des articles. Alors, sur toutes les substances qu'on a à Carrefour Addiction, donc il y a aussi des articles par rapport au tabac, il y a des articles par rapport à la gestion des émotions aussi, par rapport au cannabis, aux jeux vidéo et aussi à l'alcool. Donc, on en a eu pas mal qu'on a fait tout au long du semi-confinement. Notre site internet, du coup, il a ressemblé à peu près à ça. Donc, pour vous montrer qu'il y a aussi quand même eu pas mal de pics. Alors, avant, c'était sur 600 le pic. Là, on est seulement, entre guillemets, à 400. Mais on a vraiment eu des pics. Et c'était super intéressant pour nous parce qu'on a eu des pics. Mais, par contre, le test d'auto-évaluation, il y a quasiment personne qui l'a rempli. Et on n'a eu aucun appel. Donc, on a clairement vu que c'est pas juste d'amener les gens sur notre site qu'il faut. Il faut la campagne pour leur dire, mais en plus, il faut appeler. Parce que du coup, toute cette campagne a été faite sur un site spécifique, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, qui s'appelle donc Mes choix alcool, où on redirigeait tout le monde. Et les campagnes étaient aussi sur ce site-là. Donc ensuite, on voulait faire une petite piqûre de rappel en septembre de la même année. Et là, on s'est dit, mais on ne peut pas faire la même chose. Parce que de base, on s'était dit, mais on reprend ce qu'on a fait en janvier et on refait pareil. Et là, on s'est dit, mais on ne peut pas. Parce que de toute évidence, ça ne marche pas. Donc, on a fait un peu une campagne test qu'on a appelée de septembre à octobre. Où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Là, notre objectif, c'était clairement avoir des participants au programme. C'était ça. C'était uniquement le test d'auto-évaluation. Bien sûr, il nous intéressait. Mais là, pour ce test, on voulait trouver un moyen d'avoir des gens. Notre public, il n'avait pas bougé. Là, on l'avait laissé comme ça. Et on s'est dit, mais comment on peut faire ? Et là, on a découvert que sur Facebook, je vous le montrerai juste après, on peut faire des campagnes spécifiques d'appel ou de rappel. Une campagne d'appel, c'est-à-dire que vous avez la publicité, il y a un gros bouton où c'est écrit « Appeler ». Et la campagne de rappel, c'est qu'en fait, il y a un formulaire dans lequel vous devez inscrire votre numéro de téléphone, ou même pas, si vous l'avez déjà donné à Facebook, il apparaît par magie. Et là, vous faites suivant, et c'est nous qui recevions les numéros, et ensuite, on rappelait, nous, les gens. On s'est dit, on va essayer ça. Donc, on était sur Facebook, et on a essayé à la rentrée de septembre, on s'est dit, voilà, il y a eu les vacances, on va pas le faire en août, mais à partir de septembre, on essaye. Donc, ça ressemble à ça. Donc, le bouton appeler, avec à chaque fois, il y avait aussi les cadres visuels et qu'on avait aussi mis en forme de vidéo. Et le bouton s'inscrire, où ça remplissait ce fameux formulaire. Et pour celle-là, du coup, on a eu un site qui ressemblait un peu à ça, où donc, ça augmentait plutôt pas mal. Et vous voyez qu'au plein milieu, ça s'arrête complètement. Et ça, c'est parce qu'on a dû mettre en pause les campagnes, parce qu'on avait beaucoup trop de monde à rappeler. Donc ça marchait presque trop bien. Et on n'arrivait plus à suivre parce qu'on n'était pas du tout prêt à ça. Donc on a dit, on fait en pause parce qu'on veut quand même pouvoir rappeler les gens. On ne veut pas faire une campagne où d'un coup on rappelle quelqu'un un mois après. Et on a pu récupérer avec l'équipe, avec Christian et aussi avec Rémi. Et une fois qu'on a rappelé tout le monde, on a fait ça. Et donc cette campagne test, les résultats, c'est qu'on a eu 2 appels. Donc voilà. Par contre, on a eu 12 entretiens. Avec un budget peut-être pas 10 fois moins, j'ai pas le chiffre exact, mais beaucoup moins que ce qu'on avait utilisé en janvier. Et donc notre magnifique conclusion, c'était que les gens ne préféraient pas appeler, ça c'était sûr. Par contre, ils étaient OK d'être rappelés. Ça marchait bien. Et là, on a appris 2 choses aussi, c'est que y a pas mal de gens qui avaient malheureusement rempli ces formulaires par erreur, quand même. Donc on a eu beaucoup de gens à rappeler, et ça prend beaucoup de temps de rappeler quelqu'un. Et malheureusement, il y en a pas mal qui nous disaient « Ah, je savais pas, j'ai pas compris, etc. » Il y en a aussi certains, à mon avis, qui disaient « Ah, je savais pas », mais en fait, ils savaient très bien, mais en fait, ils n'étaient pas forcément prêts à nous parler. Et quand on appelait les gens, notre mission de base était quand même de pouvoir dire « Mais on n'est pas les seuls à proposer mes choix. On a des partenaires qui le proposent. Vous pouvez aussi aller chez eux, c'est le même programme, ils font la même chose. » Et c'était pas possible. Si quelqu'un avait nous au téléphone, c'était avec nous qu'il voulait faire. C'était pas possible de leur dire mais quelqu'un d'autre va vous rappeler ou vous pouvez raccrocher et rappeler quelqu'un d'autre. C'était un geste qui était beaucoup trop compliqué. Et donc après on a fait notre campagne 2021 avec tout ce qu'on avait appris. Donc là déjà on a fait février et juin, beaucoup plus long parce qu'on a réalisé que malheureusement on ne vend pas le dernier smartphone en date et donc l'idée c'est pas que les gens appellent sur un coup de tête.
Il faut que les gens aient le temps de réfléchir et de se dire mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça me concerne? De revoir la pub. Et peut-être qu'au bout de la 3 voire 4e fois, quand ils ont vu la pub sur Facebook, ils se disent bon, ok, j'essaye. Donc on l'a fait beaucoup plus longue. Toujours avoir des participants au programme, finalement, c'était notre but. Ça, c'est de nous cacher. Notre public cible, c'était de nouveau tout le monde. Par contre, on a segmenté. C'est-à-dire que là, on est passé quasiment que sur du digital. Et on a mis des publics cibles précis. Parce que sur Facebook, vous pouvez viser, c'est mon côté jeu, pardon. Vous pouvez viser des gens très précis. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait des campagnes, je vous les montre de nouveau après, mais en tutoiement, en vouvoiement. Pour les tutoiements pour les plus jeunes, les vouvoiements pour les plus âgés. On en a fait certaines qui étaient plus orientées pour du sport, on a certains qui étaient plus orientés... Enfin bref, on a essayé de segmenter un peu mieux cette population plutôt que d'arroser tout le monde, parce qu'on a réalisé que si on arrose tout le monde, le problème c'est que du coup, comme je l'ai dit au début, vous arrosez personne. Personne ne se sent ciblé très précisément et du coup, ça marche moins bien. Donc, formulaire Facebook... Et on a mis un test d'auto-évaluation de nouveau parce qu'on a quand même estimé que ça marchait vraiment bien, que c'était une porte d'entrée. Et on s'est aussi dit, vu que ça marche aussi bien, c'est dommage de faire le test d'auto-évaluation tel qu'il est maintenant. Parce qu'on avait fait l'audit, on avait juste mis l'audit avec à la fin un résultat, voilà où vous en êtes et voilà un peu les pistes que vous pouvez utiliser, mais sans plus. Et là, on s'est dit, mais vu le nombre de personnes qui remplissent ce test, c'est dommage de rien en faire. Donc on a laissé l'audit et après, on a fait des profils. Donc étudiants, à la retraite, vie active, ce genre de choses. Et une fois que vous choisissiez dans quelle catégorie vous étiez, vous avez aussi à quel moment vous estimiez que votre consommation était problématique. Donc est-ce que c'était quand vous buviez à des moments inadéquats? Donc par exemple en conduisant, ou bien quand vous deviez garder des enfants, ce genre de choses. Est-ce que c'était trop souvent? Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Ou trop souvent mais à un moment spécifique. Donc par exemple, je ne bois pas la semaine, mais par contre le samedi, quand je vais faire la fête, je bois 3 fois trop. Et donc les gens pouvaient sélectionner ça, et ensuite à la fin, ils avaient vraiment des conseils détaillés en fonction de la situation qu'ils avaient choisie. Et donc là, c'était l'idée d'aller plus loin en disant, mais voilà, non seulement on donne les gens une indication où ils en sont, mais en plus, on leur dit, mais voilà ce que vous pouvez faire spécifique à votre situation, spécifique à vos problèmes, aux problèmes que vous considérez par rapport à votre consommation. Où on était toujours dans les réseaux sociaux. On a fait Facebook, on a aussi fait un peu Instagram. On a aussi utilisé Google, simplement parce qu'on a réalisé que les gens googlaient. Donc on a essayé de faire ça. Alors ça, je vous avertis qu'en fait, on a été un peu surpris parce qu'après coup, on a réalisé qu'on ne pouvait pas acheter des mots-clés tels que alcool. Donc ça devenait un peu compliqué de dire problème d'alcool. On ne pouvait pas dire alcool parce que c'est comme si on vendait de l'alcool. C'est les grands problèmes qu'on a avec les réseaux sociaux. On passe notre temps à nous dire qu'on ne peut pas faire de la pub pour l'alcool. Donc c'était un peu un challenge. Mais on a essayé. Et sur Internet, de façon un peu globale, via des Google Ads, où on peut dire un peu partout dans la pub, sur Internet, pardon. C'est-à-dire, vous êtes en train de regarder un journal, et puis à côté, vous avez des pubs. Ça aurait pu être nous. Et combien de temps? Février à juin, comme je l'ai dit. Et donc, alors, il y en avait vraiment beaucoup. Voilà, 4 publicités qu'on avait fait. Et ça, c'est des publicités, il y en avait vraiment, je vous ai pas toutes mis parce qu'il y en avait beaucoup plus, mais l'idée c'était voilà, le trop flou, c'est toi qui décides, c'était plus en tutoiement et c'était plus global. Fatigué, c'est vous qui décidez, il y avait cette optique de se dire, il y a des gens qui ils aiment bien boire, mais après ils sont complètement fatigués, leur corps est aussi fatigué. Enfin voilà, donc c'était un peu le trop de kilos, trop d'apéro aussi, qui était plus visé évidemment, désolé, pour les femmes, parce que c'est plus elles qui se disaient, il faut faire attention au poids. Et c'est ça qu'on avait fait en fait, en visant les publics. On a vu les statistiques après, elles révélaient qu'effectivement c'était le cas. Il y en a certaines qui marchaient beaucoup moins bien, je vous l'ai aussi mis là. Le parfois trop de grande gueule, c'est toi qui décides, finalement, c'est pas un qui a beaucoup marché, donc on a fini par l'enlever. C'était assez intéressant justement de voir qu'est-ce qui attire où, comment. Et notre campagne sur le site, ça a donné quelque chose comme ça. Donc vous voyez que c'était beaucoup plus long. On n'a pas eu un pic à 600, par contre on a eu plein de 400 vraiment tout le temps et sur toute la durée de la campagne. On voit quand même un petit essoufflement à la fin. Donc peut-être que l'idée n'était pas forcément de faire aussi long finalement. Au moment où les gens ils ont compris, donc c'est aussi l'idée de faire des pauses. Mais on était plutôt pas mal. Et donc là, les résultats qu'on a eus, c'était toujours autant de réponses sur notre site internet. En sachant aussi, ça je vous l'ai quand même mis, qu'on a eu
4800 en janvier-février 2022 et on a eu 23 900 en 2021. Donc on a fait x5 en sachant qu'on a utilisé moins de budget. Donc ça veut dire que ça marchait pas mal. Après, il ne faut pas oublier que par rapport à tout ce qui est affiches et trame qu'on n'a pas du tout fait dans la deuxième partie, on a un impact par rapport à la sensibilisation des citoyens genevois finalement qu'on ne peut pas vraiment se connaître et on ne sait pas à quel point ça perd quand même parce que du coup on voit des publicités tout le temps de tout et là il n'y a pas cette publicité contraire. Donc vu qu'on ne vend pas d'alcool. Et ça, c'est vrai que c'est un impact qu'on ne peut pas vraiment juger, qu'on a peut-être perdu, mais là, on voulait vraiment essayer cet aspect quasiment purement digital. Et là, on a fait 28 entretiens, donc 7 par mois. Donc on est passé de 4 à 28, avec moins de budget. Donc ça, on était vraiment très contents. Et la recherche de prospects, ça demandait toujours autant de temps. Ça, c'est vraiment la recherche de prospects, c'est donc les gens qui répondaient à notre formulaire et qu'il fallait rappeler. Parce que vous rappelez une fois, vous rappelez 2 fois, on rappelait jusqu'à 3 fois. Après, les personnes répondaient, enfin, c'était toute une discussion, etc. Et il y a beaucoup de formulaires qui étaient remplis par erreur, mais là, en sachant qu'à peu près la moitié de la campagne, on a trouvé un début de solution. C'est-à-dire que sur notre formulaire, on a simplement ajouté une question qui disait « À quel moment souhaitez-vous être appelé ? Le matin, l'après-midi ou plutôt le soir ?» Et en rajoutant cette question, alors j'ai pas pu poser la question à ceux qui n'ont pas rempli le formulaire, mais je suis assez convaincue que d'un coup, les gens ont réalisé ce que ça impliquait de remplir ce formulaire. Je pense qu'il y en a beaucoup, vu qu'on est sur Internet, qui étaient un peu « oui, c'est bon, je remplis le formulaire, arrêtez de m'embêter ». Et là, vu que la question c'était « quand est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle ?» Je pense qu'il y a des gens qui se sont dit « c'est-à-dire me rappeler, non, moi je ne veux pas ça, ou c'était pas mon but, sortez-moi de là ». Mais par contre, du coup, les formulaires qu'on avait, où les gens avaient répondu, il y avait beaucoup moins d'erreurs et beaucoup plus de gens qui se disaient « ben oui, merci de m'avoir rappelé, je veux faire un entretien ou je veux comprendre comment ça marche ». Ou on a aussi eu des proches, hein. J'ai un ami, j'ai mon mari, j'ai ma femme qui a des problèmes, je ne sais pas comment faire. Donc on a aussi pu faire des entretiens par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était un peu tout ce qu'on a appris d'un point de vue de la campagne. On était assez contents d'avoir pu quand même avoir vraiment cette évolution de nos 4 entretiens où on s'est dit « zut, ça va être compliqué » à nos 28 entretiens à la fin. Et puis maintenant, je vais laisser la parole du coup à Christian pour voir un peu comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Merci Natacha, superbe. Bon, vous comprendrez que si à l'inverse, vous voyez faire de la pub pour la santé, c'est une balle, quoi. C'est pas possible. Et c'est une partie de la réponse, en même temps, à la question du séminaire. La prévention, est-ce que ça appartient aux soins? C'est peut-être pas si mal si ça n'appartient pas aux soins. Ça peut être une bonne chose. Et je vous ai mis là le titre du projet qu'on va déposer pour redémarrer une séquence en 2023-2024 pour essayer de pérenniser cette offre-là. Et la prévention des comportements de consommation d'alcool problématiques ou à risque par la promotion de la consommation contrôlée ou des outils adéquats. Donc vous comprendrez qu'on a un projet super complexe en fait, parce que c'est quasiment incompréhensible. C'est un test de lecture en fait, en live. Et une des premières choses, sans empiéter sur l'intervention de Grigor Burkhardt, c'est de bien voir que quand on regarde la prévention telle qu'elle est définie par Addiction Suisse, c'est bien sûr empêcher et retarder la consommation. Alors ça, c'est ce que chaque fois que, mais même des gens très formés, des travailleurs sociaux au mur, des gens de notre milieu, disent bien faire de la prévention, ils imaginent toujours qu'on va informer et convaincre. Grigor vous parlera peut-être de l'effet de ce genre de choses, mais toujours dans cette idée que faire de la prévention, c'est éviter que les gens consomment. Et c'est ce qui est vraiment super avec Mes choix alcool, c'est qu'on est sorti de ce champ-là. On va dire, ok, surtout pour l'alcool, je veux dire, vous arriverez à convaincre des enfants jusqu'à 13 ans qui ne veulent pas consommer. J'avais fait un projet comme ça dans les Franches-Montagnes. Et à 13 ans et demi, quand ils ont essayé, ben c'est fichu, quoi, ça, faut recommencer, quoi. Donc, c'est certainement favoriser l'apprentissage d'une gestion responsable. Et favoriser un apprentissage auprès d'adultes, c'est quand même pas si simple. Donc, il faut déjà qu'ils se sentent appelés par un apprentissage, et c'est donc qu'il faut avoir une perception d'une difficulté à gérer, ou alors d'avoir déjà des effets négatifs. Mais en fait, ça, c'est une des définitions de la prévention.
tel qu'Addiction Suisse la pose. Et ça remet un peu les cadrans, je m'excuse, je te mange un peu de foin sur ton intervention, mais ça remet un peu les choses en place. La prévention, de quoi est-ce qu'on parle? En fait, la prévention, c'est pour une immense partie de la population, plutôt ces deux derniers points que le premier. Alors, dans le projet qu'on a fait, mais qu'on va aussi essayer de continuer, on veut toucher une population qui se questionne, une population qui est ambivalente, c'est-à-dire qui dit « ouais, quand même, je devrais faire un peu mieux avec ma conso », mais aussi des professionnels qui cherchent des outils pour intégrer la gestion de la consommation dans leur suivi, ce qui n'est pas simple du tout. Et aussi les professionnels de première ligne qui pourraient dire à des gens, écoutez, là, si jamais vous avez un problème à gérer, vous pouvez... Et cette question de l'orientation, on a toujours pensé la santé comme étant une sorte de chaîne où les gens s'envoyaient les uns aux autres, quoi. Et comme vous l'a dit Natacha, c'est pas si évident que ça. Parce qu'entre le moment où on vous dit oui, même si on vous demande j'aimerais bien trouver quelque chose pour mieux gérer ma consommation, vous donnez l'adresse, etc., c'est absolument pas prédictif du fait que la personne va téléphoner. Alors, celles et ceux qui se questionnent sur leur consommation, on voit que ceux qui remplissent le test d'auto-évaluation, ça mobilise des personnes à consommation problématique. Donc c'est super parce qu'on atteint le bon public. Problématique, mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils estiment que c'est un problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces campagnes, on a très peu d'écart entre les hommes et les femmes. Or, le précédent forum que nous avons organisé, c'était sur l'invisibilité des femmes dans le champ des addictions. Les femmes sont très très peu représentées dans les structures de soins. Donc ça, c'est un deuxième intérêt. Et quand on regarde les profils, parce que comme l'a expliqué Natacha, il y avait un profil, on peut dire si on était actif, étudiant, retraité, en recherche d'emploi et autres, on voit qu'il y avait beaucoup d'actifs. Ça, c'est assez intéressant, parce que nous, quand on travaille d'habitude en prévention, on va aller voir des gens qui sont qui sont en contact avec des personnes concernées, mais rarement dans l'activité. On va aller chercher des gens qui demandent l'aide sociale, des gens qui sont en lien avec le travail social hors mur, alors sans être stigmatisant. Je veux dire, on n'est pas sur ce profil-là. Alors, on a rappelé des gens qui ont participé. Alors, dans le test, en fait, la consommation à des moments inadéquats, c'était 10% maximum et 13% chez les étudiants. Donc, ce n'était pas un mésusage de la consommation très, très pertinent. L'ivresse ponctuelle, on arrive tout de suite à 40-45% des gens qui ont rempli le test, mais pas chez les personnes en recherche d'emploi. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que quand vous êtes un peu dans une situation un peu plus précaire, vous faites moins la fête. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse prévalence à la consommation chronique à risque, qui est quand même une des consommations les plus risquées par rapport à développer une perte de contrôle, c'est-à-dire une addiction. Alors, il y en a plus chez les personnes en recherche d'emploi, qu'on pourrait associer au stress de la situation, peut-être aussi à la désoccupation. Les retraités, alors ça c'est quelque chose qu'on connaît dans les statistiques, les plus grands consommateurs d'alcool, ce sont les retraités. Et puis les actifs, on voit qu'il y a quand même ici 52,83% pour qui c'est trop souvent. Donc en fait, les gens auxquels on s'intéresse rarement dans le travail social, c'est-à-dire ceux qui sont censés pas avoir de problème vu qu'ils rapportent, il y en a pas mal des gros consommateurs, quoi. Donc il s'agira de viser un public d'adultes qui sont déjà dans la vie active, mais qui estiment boire trop souvent. Donc c'est ce côté où j'estime boire trop souvent. C'est donc la perception du problème. Le test d'auto-évaluation, ce n'est pas que des indications qu'il nous donne. Ce qui est intéressant, c'est que le test d'auto-évaluation, il a une forme interactive d'intervention.
Parce qu'une fois que vous avez rempli vos consommations, vous avez fait le test audit, hein, combien vous buvez, quel âge vous avez, est-ce que ça vous est arrivé de renoncer à des activités, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des remarques par rapport à vos consommations, toutes ces choses de l'audit, c'est déjà quand même assez intrusif. Hein. Mais quand on leur demande, ben voilà, vous êtes quel genre de personne et vous avez quel genre de consommation qui est problématique, nous on a derrière prodigué des sortes de vignettes, c'est pas vraiment des conseils, mais des gens qui ont ce genre de niveau de consommation et qui ont ce genre de profil, en général, ils s'intéressent à ça. Et on leur expliquait ben voilà, des mesures de réduction des risques dans la consommation ou des choses comme ça. Donc il était assez bien fait et on l'a fait évaluer par quelqu'un c'était Evelyne Laszlo, qui a mis sur pied les sites Stop Alcool, Stop Tabac, Stop Cannabis, Stop tout ce que vous voulez, qui sont super bien faits avec des coachings électroniques, etc. C'est vraiment du bon matériel, il y a beaucoup d'informations aussi. Et elle nous disait, mais en gros, quand on en arrive là, la personne, elle a été assez bousculée pour s'être posé des questions sur sa consommation. C'est ce qu'on appelle une intervention brève. Voilà. Après, en médecine, l'intervention brève, il y a une interaction avec les personnes. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, avec Safe Zone, avec tout un tas de sites, il y a des offres de suivi électronique et que c'est assez séduisant, finalement, pour tout un type de population qui n'a pas la disponibilité, qui n'a pas l'envie ou qui n'a pas le courage aussi d'entrer dans une interaction. Alors, comment est-ce qu'on a géré tous ces gens qui arrivaient, qui voulaient modifier leur consommation? Alors, Mes Choix Alcool, MCA c'est Mes Choix Alcool, il existe en temps normal. Hein. Pendant que nous, on a fait toutes ces campagnes, il y a quand même eu des gens qui ont été suivis, mais qui n'ont pas passé par nous, pas par la campagne. Donc c'est en gros ça, il y a plusieurs institutions qui le proposent. Et puis, c'est en gros le même nombre que lorsqu'on a voulu faire une orientation. Donc ici, je reviens vite en arrière, il y avait 48 personnes. Et puis, si je reviens ici, on était sur notre travail, on a eu 47 suivis. Je vois qu'on n'a pas le bon PowerPoint. Ouais. Il était plus beau, l'autre. C'est pas grave. Alors, le test d'auto-évaluation. Toc. Voilà. Le projet, c'était de centraliser les appels, puis après de dispatcher. Dire, OK, vous voulez suivre Mes Choix Alcool. Est-ce que vous voulez le faire, chez Fabienne Grondin au HUG médecine de premier cours? Est-ce que vous voulez le faire à la Croix-Bleue, à la Fondation Phoenix, à l'Envol, etc. Et comme l'a déjà un peu dit Natacha, on leur posait des questions sur leur motivation, on leur expliquait comment le programme était fait, on essayait de les orienter. Et dans l'entretien, il y avait encore un entretien après, qui était l'entretien individuel qui se faisait dans la structure où il avait choisi de suivre le programme. Où là, on regardait aussi s'il était vraiment prêt à entrer dans le programme et si elle n'était pas dépendante, et moi je dirais plutôt addict. Pourquoi? Parce que le critère, c'était de dire, est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de consommer et que vous avez eu des symptômes de sevrage? Ça, c'est important. Ou tout dépend de ce qu'il nous racontait. Nous, ça m'est même arrivé des fois au téléphone, quelqu'un qui dit du jour au lendemain, je bois 2 litres par jour, etc. Là, franchement, ce n'est pas quelqu'un qui va entrer dans une gestion contrôlée parce que c'est justement la perte de contrôle qui pose problème. Donc, quand il y a une perte de contrôle, on est face à une addiction. Et proposer la gestion contrôlée, en général, c'est pas ce qu'elles veulent, hein, de toute manière. Et l'orientation, est-ce une utopie? Ben oui, nous, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à orienter. Hein. Donc, non seulement elles veulent rester chez nous, mais si on les envoie ailleurs, elles ne rappellent pas. Donc l'orientation semble ni souhaitée ni efficace. Donc on a eu 47 suivis, 25 hommes et 22 femmes. Vous voyez de nouveau quasiment cette parité homme-femme qui est vraiment, vraiment intéressante. Alors du coup, bien sûr, nous on travaille avec des patients formateurs, tous des gens, la Croix-Bleue, les Alcooliques Anonymes, c'est aussi des partenaires, et se poser la question, ouais mais est-ce que c'est bien sage de proposer de la gestion de la consommation à des gens qui sont à fort risque d'alcoolisme, en fait, ou
qui vont devoir entrer dans une dynamique d'abstinence. Il se trouve que par hasard, une réalisatrice TV m'a dit « je fais des capsules sur Instagram », c'est pour ça que je vous ai mis les liens, comme ça si vous avez le PowerPoint après, vous pourrez utiliser les liens. On a fait une capsule TV là-dessus, en interviewant 2 personnes, dont une personne qui avait suivi mes choix alcool, et je vous propose d'écouter ce témoignage, ça vous fera une petite pause. Du coup. Je lui dis, mais que je puisse boire autant et que je le paye pas, c'est inquiétant. C'est bizarre comme prise de conscience, mais je me suis dit, à un moment, je vais le payer. Un de mes grands déclics, ça a été une personne à qui j'ai fait du mal, où là, ça a été, j'ai plus jamais consommé ou plus jamais été ivre en face de quelqu'un d'autre. Je m'appelle Sébastien, j'ai 27 ans, je souffre d'alcoolisme et plus généralement j'ai une tendance au comportement addictif. J'entame ma dernière journée en hospitalisation, en tout 5 semaines. J'ai fini de faire mes affaires. Pendant ces dernières années, je ne pouvais pas m'empêcher de consommer des quantités importantes d'alcool. Chez moi, ça a créé un isolement. Quand je me retrouvais avec moi-même, c'était beaucoup de questions, beaucoup de ruminations, jusqu'à parfois avoir certaines pensées très très noires. Me voilà arrivé chez moi. C'est une certaine étape de passer cette porte. Donc ça c'est ma chambre comme je l'ai laissée avant de faire cette hospitalisation de 1 mois. Il y a beaucoup de bazar, on voit encore. Beaucoup de choses à ranger, à nettoyer. C'est ici même où j'avais l'habitude de consommer. Me voilà dans les sous-sols d'un magasin dans lequel j'avais l'habitude d'acheter mes consommations. Je ne sais pas si je vais oser faire mes courses dans ce magasin et plutôt aller dans un autre magasin. Là donc j'étais dans un magasin qui ne vendait pas d'alcool. Je suis vraiment content que ça se soit bien passé. J'avais vraiment de l'appréhension. Première nuit dans mon ancienne chambre. Tout s'est super bien passé. Puis ce matin, mes idées sont assez claires. Et je me sens bien dans mon corps. Et voilà. On m'a proposé de rencontrer une autre personne qui est concernée par l'addiction à l'alcool. Je me sens assez curieux, ça me stresse aussi un petit peu. Je m'appelle Julien, j'ai 37 ans. Je suis là aujourd'hui pour rencontrer Sébastien qui a, comme moi, un rapport parfois conflictuel, voire difficile avec l'alcool, et nous allons en discuter. Salut. Salut. Sébastien. Julien, enchanté. Enchanté. Comment c'est arrivé pour toi la problématique de l'alcool dans ta vie ? Et j'ai souvent eu cette image de que boire beaucoup d'alcool c'est cool. J'allais très vite dans des étapes beaucoup plus loin que ce que mes amis faisaient ou allaient. Avec le rythme estudiantin, ça s'est accéléré. Je déménageais loin pour la première fois. Et donc ouais, il y a vraiment une perte de repères et une rupture sentimentale que j'ai pas mal géré, c'est juste que j'ai pas géré. Voilà un peu le début pour moi. Et pour toi ? Pour moi, pareil, un peu étudiant ou jeune lycéen. Bon, on buvait pas mal. Mais j'ai commencé à sentir un dérapage quand j'ai commencé à travailler. J'étais dans une multinationale avec avec un bon esprit de fête. Et là, j'ai commencé à sentir des fois des moments où je buvais un peu par réflexe. Je ne pouvais pas imaginer un soir sans boire 1 ou 2 bières. Quand j'ai rencontré ma future épouse, donc là, j'ai commencé à beaucoup moins boire, sauf des fois des formes de craving, où je pouvais le soir boire une bouteille de rouge
Et donc j'ai eu beaucoup de black-out les week-ends. J'ai trouvé que ma consommation devenait excessive et devenait handicapante pour moi, pour ma santé, et gentiment pour la famille. Du coup, est-ce que tu as eu des conséquences sociales et sur les réactions de tes proches? Je me rappelle, j'ai eu une fois un accident de vélo où j'étais complètement saoul et je me suis cassé le coude. J'ai quand même eu donc 4 semaines d'arrêt, puis le jour où je suis revenu, ils m'ont licencié. Et pour toi, tu as déjà eu des retombées, des conséquences avec l'entourage? Avec l'alcool, je faisais très très vite des blackouts. Très 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 vite. Là, c'est surtout le lendemain. En gueule de bois est-ce que je pue l'alcool? Et ça, du coup, chez moi, ça a créé vraiment beaucoup de culpabilité et aussi beaucoup de réserve par rapport à des personnes pourtant que j'aime beaucoup. Et donc oui, ça a beaucoup de conséquences sociales pour moi. J'ai rencontré une thérapeute et cette thérapeute m'a redirigé vers une clinique et un centre de désintoxication. Par rapport à l'alcool, pour moi, c'est très clair que ça fait partie de mon passé. Et pour toi? Je traînais sur Instagram et entre 2 stories que je regardais, je tombe sur un organisme à Genève qui proposait un accompagnement exactement pour ma problématique, de contrôler ma consommation. J'ai commencé avec un thérapeute à se voir toutes les semaines pour discuter de ça. Avec la question de base, est-ce que vous voulez arrêter de boire à 100% ou maîtriser? Et j'ai dit, je veux maîtriser. Du coup, ça t'amène où aujourd'hui? J'en suis à une plus grande maîtrise, une plus grande réflexion autour de ce que je bois. La rencontre vient de se terminer. Julien et moi, on a une approche au produit qui est assez différente dans choisir entre soit contrôler sa consommation, soit entièrement arrêter. J'étais très content de ma rencontre avec Sébastien, discuter avec lui de cette problématique autour de l'alcool. C'est aussi, je trouve, très important de ne jamais hésiter à chercher de l'aide, à consulter. Ça coûte pas cher et ça peut vraiment aider. Est-ce que vous êtes étonné de ce que vous voyez là? Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça répond un peu à vos ambitions? Est-ce que vous trouvez d'important de mettre à disposition? Ah ben, forcément. Oui, Yves Maury, Association Impact. Vous aviez semblé étonné qu'un grand pourcentage des personnes qui avaient un problème lié à l'alcool, je crois plus 54%, je crois, quelque chose comme ça, étaient liées à des personnes actives. Ouais. En fait, oui, nous, c'est ce qu'on remarque avec les personnes qui demandent de l'aide, c'est qu'en principe, comme l'alcool est un produit social, la majorité des personnes qui ont un problème sont actives. Je crois que ça a même été relevé la personne qui disait que dans le témoignage, par rapport à son travail, il y avait beaucoup de liens à l'alcool. Et puis pour les retraités aussi, c'est que les personnes qui perdent la vie active, et la seule chose qui leur reste, c'est l'alcool. Absolument, oui. C'est les moments où la consommation qui était chronique devient chronique, mais plus haute qu'à risque, quoi. Ça devient, on peut entrer dans l'alcoolisme aussi. Voilà. Et puis juste une petite remarque sur ces campagnes qui ont été faites. Ça s'adresse souvent à l'individu.
et souvent au comportement de l'individu. Très juste. Alors c'est ça la principale difficulté. Parce que dès qu'on fait cette démarche, il y a un effet miroir que souvent les gens refusent. Et souvent, si on veut avouer un comportement face à l'alcool qui est problématique, il y a un problème de culpabilité. Bien sûr. Et c'est toute la difficulté quand on s'adresse aux gens par rapport au produit de l'alcool qui est social. Si on s'adresse directement aux personnes, on touche à leur âme quelque part. Donc c'est très délicat. Voilà. C'est ce que nous, on a traduit par c'est un long processus du coup aussi. Voilà, merci Yves. On se connaît parce qu'il travaille dans une association de personnes qui ont été concernées et qui offre d'en accompagner d'autres. Merci. Il y a d'autres remarques. Après, on entre dans le dur et je passerai la parole à Grégor. Non ? Ok, allons-y comme ça. Alors, les gens qui ont suivi le programme Mes Choix Alcool chez nous, ils avaient première motivation quand même, ils sont arrivés par la campagne digitale. D'autres par leur entourage. Alors ça reste quand même un facteur de motivation. Même ceux qui sont arrivés par le digital, après nous disent « ouais, j'y suis allé parce que je n'ai pas envie de faire exploser mon couple quand même ». Une moyenne d'âge de 45 ans avec un écart type de 15 ans. Ça veut surtout dire qu'on a des gens de 30 ans. Et ça, c'est très très intéressant d'avoir les gens au sortir de ce pic. On sait qu'il y a un pic de consommation d'alcool jusqu'à 20-24 ans, puis que ça descend énormément. Donc ceux qui présentent quelque chose de problématique, c'est ceux qu'il est intéressant d'atteindre. Donc, en activité, 20% sans emploi. La moitié ne suit pas le programme jusqu'à son terme. Alors, ceux qui travaillent dans le champ des addictions savent que ce n'est pas un échec, c'est une action. Et en fait, le terme, il est différent d'après les personnes. Tu pourras peut-être compléter, Natacha. Il y a des gens qui arrêtent parce qu'elles s'estiment arriver assez vite à une première maîtrise satisfaisante. C'est vrai qu'entre le moment où ils téléphonent et le moment où ils vous rencontrent, ils ont déjà diminué leur consommation de 30%. Quand ils commencent à noter leur consommation, alors là, c'est la douche froide. Puis on leur dit, vous voulez être dans quelle partie? Les 1,4% ou les 15 ou les 30%, etc. Et c'est aussi encore une douche froide. Tiens, je te passe le micro. Oui. Je voulais juste ajouter, parce que c'est que nous on parle du programme comme si tout le monde le connaissait par cœur, mais c'est que les premières phases, en fait, la première phase c'est de noter ses consommations. Ensuite on peut se comparer à la moyenne suisse. Donc il y a beaucoup de gens effectivement qui d'un coup se disent « Ah, je pensais que c'était plus normal de boire autant ». Donc là il y a une première prise de conscience. Il y en a aussi beaucoup qui disent « Oui, moi je suis à X unités » et puis en fait ils sont à beaucoup plus. Donc deuxième prise de conscience. Et la deuxième partie, enfin la deuxième phase, c'est d'analyser les situations à risque. Donc l'endroit où je vais boire plus. Et donc il y a beaucoup de gens qui finalement, après avoir noté leur consommation et avoir analysé dans quelle situation ils buvaient trop, à ce moment-là, finalement, ils se disent c'est bon en fait, vu que je ne suis pas encore dans cette dépendance et qu'il n'y a pas un travail beaucoup plus long à faire, ça me suffit. Et je vois que la pente sur laquelle j'étais, elle s'est enfin arrêtée. Et je peux revenir en arrière et être plus contrôlé, sans avoir besoin d'arriver à la fin. Donc on voit que c'est vraiment des personnes qui ont une aptitude à reprendre le contrôle. Donc il n'y a pas une perte de contrôle monstrueuse, il y a eu surtout des habitudes qui se sont installées. On entend souvent parler d'habitudes, de mauvaises passes et de choses comme ça. Ça ne veut pas dire que quand elles auront diminué, une fois ailleurs dans leur vie, elles ne seront pas de nouveau exposées à des risques. Beaucoup l'ont vu comme une alternative. Ils ont désiré mes choix, des fois par rapport à une expérience peu concluante. Ça nous met un peu mal à l'aise par rapport au réseau, mais ça existe, quoi. Et puis, des fois pour compléter d'autres prises en charge. C'est quand même pas rare d'avoir quelqu'un qui a une prise en charge psychologique à côté de sa volonté de diminuer la consommation d'alcool. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent « ça, je veux le faire moi parce que les autres problèmes de la vie, je les travaille avec quelqu'un d'autre ». Et ça, c'est beau à voir pour la complémentarité. Et puis, comme on est tout neuf, ça vient de sortir, on n'est pas trop connoté, alors c'est vrai que ça peut aider, quoi.
Pourquoi ils sont pas allés là où on offre mes choix alcool d'habitude? Parce que ça répondait à une attente qui ne demandait pas l'abstinence. Et le fait d'avoir l'épée de Damoclès de l'abstinence, certains ils désirent pas du tout ça. Ils sont d'accord d'y réfléchir, mais ils n'aiment pas du tout ça, quoi. Ils trouvent que c'est pas un problème et surtout c'est pas une maladie. Alors, quand on leur a posé la question de qu'est-ce qu'ils ont trouvé de l'accompagnement, alors c'est pas des millions de personnes qui ont répondu, hein, je crois qu'on avait 13 qui ont accepté de répondre à l'étude. On a engagé un étudiant en psychologie pour faire les interviews. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que d'abord, l'accompagnement était facultatif, ils pouvaient prendre le bouquin, faire mes choix tout seuls dans leur coin s'ils voulaient. Mais il y avait quand même un entretien qui expliquait bien les tenants et les aboutissants. Les intervenants ne sont pas des thérapeutes, alors c'est marrant parce que la personne, là, c'est moi qui l'ai suivi du reste, dit « Alors, j'ai travaillé avec un thérapeute. » Alors forcément, quand on aborde certaines choses, on est classé comme thérapeute, bien que j'ai bien dit au début que je ne suis pas thérapeute, etc. On met un point d'honneur à faire ça, parce que ça nous met dans une posture où la personne, elle ne peut pas attendre de nous qu'on la soigne, mais qu'elle comprend bien que c'est elle qui va devoir bosser, quoi. Et ils trouvent ça plutôt comme des garants. Vous voyez qu'on sent de nouveau cette menace, hein, de dire je ne vais pas entrer dans un truc où je vais entrer dans des prescriptions. Alors après, ils trouvaient très cool que ce soit gratuit, et ça c'était un truc important. Ils ont trouvé que c'était de bonne qualité, ça n'engage que eux. Le cadre non stigmatisant, je pense que c'est ça qui est surtout important. Et puis les outils, le fait que dans les programmes, il y avait des outils qu'ils allaient utiliser eux-mêmes. Ça, c'était assez cool. En gros, ils ont diminué leur consommation, hein, quand même, 6 mois après la fin du programme, donc il y a des gens qui avaient arrêté depuis une année le programme, on voit qu'ils ont quand même très très nette baisse de consommation. De quoi ils sont fiers? Alors déjà, ils sont fiers de quelque chose, donc on n'est pas du tout dans une posture de « bonjour, je suis le patient qu'on soigne », mais ils font preuve plutôt de l'empowerment, de l'autonomie et d'un désir d'échapper à la stigmatisation. Vous voyez que ça revient. Ils nous ont donné une note de 4,52 sur 5. Et puis, 11 bénéficiaires recommanderaient ce programme à un proche. Voilà. Alors maintenant, voilà, mes choix alcool, c'est perçu comme complémentaire, mais aussi comme une alternative aux soins, qui n'est pas stigmatisante, qui n'est pas pathologisée. Et du coup, nous, ça nous fait dire plutôt, on est plutôt dans le champ de la prévention, vu qu'on n'est pas dans le champ de la maladie, du point de vue de la personne. Et c'est intéressant parce qu'on a besoin d'avoir des problèmes. Moi-même, je fréquente très peu les médecins parce que j'ai jamais mal, donc je ne vais pas y aller. Pourtant, il y a 2-3 choses, ça vaudra la peine que j'aille voir, quoi. Notamment les entretiens de prévention, que je devrais commencer à mon âge. Voilà, donc cette articulation prévention et soins, c'est une question intéressante. Il y a encore un public, c'est ceux qui peuvent le prononcer, alors le proposer. Alors on a formé des gens à mes choix alcool, puis d'un peu partout. En fait, ça a eu des résultats assez light. Très peu d'orientation, eux aussi. Et il y en a 2 qui ont entamé un programme, et je sais qu'il y en a un 3e. Mais ils trouvaient très chouette parce que de travailler sur le programme, ça changeait la posture. Et de nouveau, on retombe sur la posture, qui est le plus important. Puis il y a des outils. Alors, au niveau de la formation des professionnels, nous, on se rend compte que c'est important d'apprendre à aborder les consommations. Mais comme le disait Yves, c'est vraiment la pierre angulaire de l'histoire. Et ça veut dire que les professionnels, enfin vous allez être des acteurs importants pour le repérage, pour entrer dans l'intervention précoce. Ensuite, le dernier grand défi, c'est de voir si des pharmaciens, on se posait la question avec Natacha, des coiffeuses, ou il y a un projet qui est de Phoenix, qui a passé par des tatoueurs, par exemple. Enfin, là où les gens parlent, ça serait assez intéressant de pouvoir proposer ce genre de choses.